C'est parti. Oh. Le jour de mobilisation des Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le On entend mal. Vous êtes des sales menteurs, vous ne faites pas dans le social, vous avez bloqué l'ascenseur, normal que l'on n'ait pas le moral, bah ouais ça vous n'en avez pas, c'est pas qu'une question de gasoil, on ne vit pas que des aléas, il est temps de vous ôter le voile, vous nous taxez plus que ce que l'on gagne, la paix aux oubliettes, si vous pouviez vous prendriez notre âme aussi tant que vous y êtes, on travaille plus pour gagner moins, le changement c'est pas maintenant, le SMIC n'a pas bougé de son coin, mais tout augmente, c'est indécent, intéressante, votre gestion des retraites, le dossier expire bientôt, hein, donc pas besoin qu'on le traite, ça parle de l'amour du pays, que faites-vous pour nous rassembler, des fausses réformes vides, un peu comme les sièges de l'Assemblée. Laisse-moi mettre mon gilet jaune, laisse-moi mettre mon gilet jaune, et ce truc-là c'est plus qu'un gilet, je le mets pour défendre mes idées, laisse-moi mettre mon gilet jaune, laisse-moi mettre mon gilet jaune, laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc-là, c'est plus qu'un gilet. Je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Ok, très bien, je vais pas tergiverser. Très vite, je te fais le topo. Beaucoup de paroles vaines dans ces versets. Ingrats sont les propos. C'est triste que vous ne la voyez pas. Cette chance que vous avez de vivre en France. Vous faites partie des mieux lotis, je pense. Dans certains pays, tu taffes pas. T'as pas de cash et puis c'est tout. Ici, même si tu taffes pas, t'as le chômage, tu peux de chez tout. Les allocs et HLM sont pensés pour les plus démunis. Pas besoin d'être riche ou un fils d'érudit. T'es en place pour côté les gosses, étudies. Beaucoup ont réussi en partant d'en bas. Vous faites pas les têtus. Vous foncez dans le tas. Vous avez la sécu. Vous causez des dégâts. On s'en est aperçu. Mais c'est pas comme ça. Jamais. Vous aurez vos écus. Ouais. Et voilà. Tu Donc, as fait tes devoirs, oui, j'ai fait mes devoirs. J'ai Ouais. fait mes devoirs. Ben, c'est bien, belle introduction. Merci. Ce qui est le fun, c'est que tu m'en parles jamais, fait que pour moi, c'est toujours une surprise à chaque fois. Oui. Oui. Puis c'est ça, moi, la dernière fois que j'avais commencé j'avais fait des fouilles archéologiques pour trouver des chansons des Gilets jaunes. Il y en avait déjà pas mal, puis je pense que ça a continué, parce que celle-là, je ne l'avais jamais vue. Oui, c'est bon, ça veut dire que ça a perduré, puis c'est ça qu'on va parler. Je ne sais pas, là, on va parler du début, là, mais... Oui, donc, on est le vendredi 19 janvier 2024, c'est la capsule 39 des Insomniaques. Un spécial Gilet jaune, la partie 2. On avait commencé, la précédente, c'était l'introduction. Là, on commence officiellement aujourd'hui. On va planter le clou, on va partir, on va débuter avec le début, c'est-à-dire le contexte social et économique au moment où les événements des Gilets jaunes ont commencé. J'ai entendu un drôle de... Oui, mais ça se parle d'une petite affaire, là. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas la capsule où il va y avoir le plus de clips, le plus d'images, whatever. On va planter le contexte. En gros, qu'est-ce qui a amené... quel était le contexte économique et social au moment où la crise a éclaté? C'est pas plus compliqué que ça. On commence? On peut y aller? Bon, ben OK. C'est un mouvement qui se construit sur un rejet de la politique fiscale française. Ça te dit quelque chose, Éric? Parce que il s'agit des mêmes causes que la vaste majorité de celles qui ont provoqué les soulèvements populaires en France depuis le 16e siècle. Oui. On en avait parlé dans des capsules différentes. Oui. Selon certains observateurs, le mouvement pourrait aussi s'inscrire dans la vague des contestations sociales planétaires qui se sont déroulées en 2018 et 2019. Comme beaucoup de ces mouvements se sont déclenchés après les Gilets jaunes, dont l'impact fut retentissant aux quatre coins de la planète,
on pense plutôt que les Gilets jaunes auraient donné l'élan de départ à cette flambée de contestation. Non pas qu'il n'y aurait pas eu de flambée de contestation partout dans le monde après, mais disons que ça a été la première contestation qui a planté le décor pour la suite des choses. L'influence des Gilets jaunes sur les autres contestations est indéniable. On peut résumer les mouvements qui sont apparus pendant ou après les Gilets jaunes, ou à peu près dans la même époque, en évoquant l'élément déclencheur, sur quoi ça a débloqué. On va faire une liste, prendre notre temps, puis on va regarder ça à la loupe. C'est bon. Bon, il y a eu la Belgique qui s'est déclenché, le mouvement des Gilets jaunes en Belgique, qui avait à peu près les mêmes demandes qu'en France. On ne s'attardera pas trop là-dessus. Au Soudan, c'est une augmentation du prix du pain qui a déclenché les émeutes. Et les demandes ont donné sur l'accès à la nourriture moins chère et le renversement du régime d'Omar el-Bachir et de la dictature militaire du Soudan. On part du prix du pain, penser à la Révolution française. Exactement. On demande la fin du gouvernement. En Haïti, bien sûr, la cause principale était la corruption des dirigeants puis la pénurie d'essence. Et là, il y a eu une ribambelle de demandes. Ça a parti de démission du président Jovenel Moïse, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'inflation, le rejet des ingérences étrangères, la création d'un gouvernement de transition chargé des programmes sociaux et de poursuivre en justice les présumés corrompus. Évidemment, ça n'a pas vraiment abouti, mais on voit que les demandes sont là, que le peuple a une idée de ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions de vie. Il y a eu, bien sûr, l'Algérie. L'Algérie, c'était l'annonce de la candidature de la présidence Bouteflika. Je ne sais pas si vous le rappelez, mais il voulait se présenter pour un 5e mandat consécutif. Il était en chaise roulante, il n'était même plus là cognitivement. C'est ça. Fait qu'on savait que tu avais la junte militaire derrière ça, etc. Ouais. Donc, ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu se présenter. C'était le départ de ses proches et des militaires du pouvoir. Ça a été aussi une lutte contre la corruption, le refus de revoir des représentants de l'ancien régime candidat à l'élection présidentielle aussi. Fait que ça a fait en sorte que l'Algérie, avec cette révolte-là, ont pu faire un ménage. Est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Non, mais c'est quand même le peuple qui est sorti qui a dit « Hey, ça va faire ». Puis, c'est ça. Ça a donné ça. Bien sûr, il y a Hong Kong, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu... c'était un projet d'amendement de la loi d'extradition entre Hong Kong et la Chine. Dans le fond, ça a duré quand même assez longtemps. C'était pas mal récurrent comme les Gilets jaunes. Puis c'est là qu'on avait vu aussi contre la police là, une défense du peuple incroyable qu'on va parler dans une autre capsule. Mais c'est là que qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est le retrait de l'amendement. Départ du gouvernement local de Carrie Lam, qui était placé là par la Chine. Indépendance politique et le suffrage démocratique à Hong Kong a resté. Tu sais, ça a été maintenu. Mais je ne sais pas si tout ça est resté. Ça a été... Il faudrait que je vérifie. Mais je pense qu'il avait pas mal gagné des affaires. Là. C'est comme je sais que la Chine avait backé. Là, est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Je ne le sais pas. Peut-être par en arrière, ils ont passé des affaires. Là. Mais c'est juste vous dire encore une fois, le peuple se soulève, mais ça fait que souvent le pouvoir va reculer. Il y a eu aussi la République tchèque. La République tchèque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le soupçon de fraude à l'endroit du premier ministre Andrej Babi, ce qui a amené la démission de Babi. Fait que, tu sais, ils ont fait une révolte, puis c'est ça, le premier ministre a démissionné. Donc, il y avait quand même de la corruption. Juste un instant. Là, je veux aller au prochain, et voilà. C'est l'Égypte. L'Égypte, eux autres aussi, ça avait brassé. Soupçon de fraude à l'endroit du président Sisi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un soupçon, là. Puis, il y a quand même eu une belle révolte. Et ça a donné... non, c'est ça. C'est pas ce que ça a donné. C'est ce qu'ils revendiquaient.
il revendiquait, oui, c'est sous son fond, il revendiquait le départ du régime militaire de l'Al-Sisi, mais il me semble que ça avait démissionné. Non? Non. Non? Pas Non, c'est bon. ça. Attends, donne-moi 2 petites secondes. Oh, ouais. Mais tu sais, il y a quand même eu des soulèvements, ça a brassé. Puis on ne parle pas des révolutions colorées là, des parties par les États-Unis à travers le monde, comme en Ukraine, comme qu'il y a eu dans les printemps arabes, les printemps arabes, dont en Tunisie, etc. Là. Tu sais, fait que, ben, en Égypte aussi, il y avait eu une première révolte, puis là, il y a eu celle-là. Je pense qu'avant, c'était Moubarak qui avait été tassé. Ah, Moubarak avait été tassé du pouvoir, c'est vrai. Oui, c'est ceci. C'est après. ça. Mais eux autres, ils se sont quand même soulevés contre le gouvernement d'Al-Sisi parce qu'il y avait de la fraude de la présidence. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a été réélu, Éric. Non, c'est ça. Ce que j'avais écrit, c'était que ça part d'un élément. Ouais. Et dans les revendications, on demande ceci, cela. Ce qu'on va lire, ce n'est pas nécessairement toujours ce qui est arrivé. Oui, non, c'est ça. Mais quand même, il y a eu des gains. Oui. Il y a eu des gains, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Comme dans les Gilets jaunes, ils n'ont pas eu grand-chose. Non, ils n'ont vraiment rien eu, là, mais c'est pas grave. Au Mexique, les émeutes ont parti après la réintégration de 3 policiers qui avaient été soupçonnés de viol. Les demandes ont bifurqué vers l'ouverture d'enquêtes sur les viols présumés, la lutte contre les viols et les féminicides et la fin de l'impunité de la police mexicaine. Comme ça, ça n'a pas vraiment... Mais on voit que la colère du peuple est ciblée sur des sujets très particuliers. En Équateur, c'était ce qui avait mis feu aux poudres, c'est la fin de la subvention à l'achat de carburant. Donc, les demandes ont viré sur le maintien de la subvention, la fin des politiques néolibérales du gouvernement Moreno sur ordre du Fonds monétaire international, la réduction des inégalités socio-économiques. Ça, on le voit, hein, on va le voir, c'est à répétition dans tous les mouvements. Et la démission du président Moreno et des ministres de la Défense et du gouvernement. C'était beaucoup demandé, mais... En Guinée, c'est un projet de modification de la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de se présenter pour un 3e mandat consécutif, un peu comme en Algérie. Donc, il n'y a pas eu de demande autre que l'annulation du projet de modification de la Constitution. Chili. Chili, c'est quand même assez drôle, là, mais très intéressant parce qu'on me rappelle, on l'avait vu ensemble aussi. C'était l'augmentation du prix du ticket du métro à Santiago, dans une ville qui augmentait le prix du métro. Puis les manifestations, le monde, je pense à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais. Puis après ça, les demandes, c'est la diminution du prix des transports communs, qui est normal. Puis après ça, ça s'est développé en un meilleur accès à la santé et à l'éducation, fin des politiques néolibérales et réduction des inégalités socio-économiques, ce qui a amené à une réélection. Une élection déclenchée, un changement de constitution et la démission du gouvernement de Sébastien Pinera. Puis ça a amené un nouveau président un nouveau gouvernement sous un jeune qui faisait partie de ce mouvement-là. Et je pense que lui, il a été digéré par le système, puis je pense que le Chili est retombé dans le même giron que c'était avant, là, néolibéral, etc. Mais quand même, avec le peuple qui a quand même exigé et ont réussi à faire un changement de constitution. Malheureusement, ils l'ont donné dans les mains de gens élus. Donc, ces gens élus-là représentent souvent d'autres intérêts que celles du peuple. Et ils ont fait une constitution, je pense, qui a des changements, mais ce n'est pas la grosse révolution incroyable. Là, ensuite, tu vas voir la Catalogne, mais il y a eu une erreur. Tu l'avais vu, hein? Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça. Mais en Catalogne, c'était contre le truc des indépendantistes. Ouais. Puis là, après, ça n'a pas donné sur la démission du président Juan Orlando Hernández. Ça, c'était par rapport à Juan Duras. Il y a eu un décalage dans C'est mon erreur. Ouais, au Liban, ce qui a déclenché le feu aux poudres, ça, c'est vraiment intéressant.
mais en même temps, tu vas comprendre, c'est le projet de taxe sur WhatsApp et l'augmentation de celle sur le tabac et l'essence. Tu dis, OK, ils veulent mettre une taxe sur WhatsApp, ça a déclenché une flambée de violence, mais c'est normal parce que le pays est carrément implosé au niveau de la dette, les coûts pour les téléphones, etc., les communications sont exorbitantes. Il restait WhatsApp pour se parler, puis ils ont voulu mettre une taxe là-dessus. Donc, les émeutes ont donné, sur d'autres demandes, l'annulation de ces taxes, c'est normal. La lutte contre la corruption, mais bonne chance au Liban. Puis le départ de la classe politique dans son ensemble. Évidemment, ça n'a rien donné, c'est toujours aussi pourri. Mais on voit encore une fois que le peuple n'est pas con, puis qui connaît son ennemi, puis qui sait reconnaître les éléments qui pourraient améliorer son sort. Oui, exactement. Une hausse du prix de l'eau. Oui, est-ce que je t'ai coupé, mais c'est ça. La dernière fois. Oui, ça a coupé un petit peu. Si tu peux rien qu'à recommencer, Régis. Oui, tu as coupé, mais vas-y. L'Inde. En Inde, oui. L'Inde, c'est une hausse du prix de l'oignon qui a provoqué les bouleversements. On rit, mais ici, tu as juste à faire, tu vas à l'épicerie, bon, mais, ça a amené des demandes pour une lutte contre la corruption, meilleur accès à la nourriture, etc. Mais je ne pense pas que. Hein. En Arabie Saoudite aussi, il y a eu du brouhaha. C'est le doublement de la taxe sur les narguilés dans les restaurants, tu sais, les fumeurs de narguilés. Les demandes ont versé vers la lutte contre la corruption, changement de politique de la part de la famille royale saoudienne. Puis ça a été, bon, c'est ça, c'était un bref aperçu des soulèvements qui se sont produits pendant ou après le mouvement des Gilets jaunes. Pour le mouvement des Gilets jaunes, que tu continues, par exemple, pour la photo d'Arabie Saoudite, parce que j'ai trouvé aucune photo de soulèvement ou des manifestations. C'est pour vous dire que, puis j'ai trouvé cette photo-là, puis c'est assez symbolique. C'est en Arabie Saoudite, même si on est nos grands alliés, qu'on aide beaucoup et qu'on supporte vraiment fortement à envoyer des armes et à prendre leur pétrole. C'est ça. Voilà la justice qui est faite en Arabie Saoudite. Ça, c'est un homme qui s'en va se faire exécuter. Je pense que c'est le 88e de l'année, quelque chose de même. C'est ça. Ouais. On est très humaniste comme gouvernement. Ouais. Donc, pour les Gilets jaunes, on part d'une contestation contre la hausse. Attends une minute, je viens d'enlever mon affaire. Merci. Et voilà. C'est ça. Contre la hausse du carburant. OK? Sauf que, il ne faut pas oublier, c'est des gens de région, comme on pourrait appeler ici au Québec, là, les gens de région, tu hausses le prix sur le carburant, ça fait en sorte que faut que tu te déplaces. Toi, tu te déplaces en char pour aller travailler, tu n'as pas le choix, parce que tous les services sociaux, etc., ont été déplacés pendant des années de sabrage dans les services sociaux, dans les hôpitaux, des services de clinique, tous les jobs se concentrent plus vers les villes. Fait que ça fait en sorte que les gens, il faut qu'ils se déplacent en auto. Donc, tu rehausses le prix du carburant comme excuse pour l'environnement, pour préserver l'environnement, etc., pour combattre les changements climatiques. Ça, on va en parler. Mais ça fait en sorte que ces gens-là, ça leur coûte plus cher dans leur portefeuille, donc il faut qu'ils fassent des sacrifices dans leur budget. Et ça fait en sorte qu'ils s'appauvrissent. Et c'est encore un autre appauvrissement. Il y a une autre affaire aussi, je ne sais pas si on en parle plus loin, mais c'est que Macron venait juste de sabrer dans la taxe envers les riches. Puisqu'on parle des plus riches, les plus nantis, il coupait, il donnait une exemption de taxes à des grosses compagnies, à des grosses fortunes. Des grosses fortunes, mais là, après ça, il sortait le changement climatique pour rehausser, pour aller chercher le manque qu'il perdait là-dedans, mais il allait le chercher là. Et c'est là que les Gilets jaunes, ça part. Mais on a une contestation contre la hausse du carburant, mais on va vous énumérer, on l'a fait la dernière capsule, mais on va revenir avec ça. Toutes les revendications qui ont sorti par après, pendant les ronds-points, les discussions, les assemblées citoyennes qui ont fait,
les gilets jaunes, puis c'est ça qui est ressorti. Donc, il y a le retrait de l'augmentation du prix du carburant, ça c'est sûr et certain. Oui, Jean? Non, tout ce que je voulais dire, c'est que finalement, ça a été prouvé après que ça a été un pur mensonge. Il avait mis ça sur une taxe carbone, une taxe climat, je ne sais pas quoi, mais ça a été coulé après à l'effet que c'était pas ça. C'était exactement pour enflouer le manque à gagner du retrait de la taxe Et voilà. Je ne me souviens plus du truc là, pour les riches. Fait que, il y a le retrait de l'augmentation du prix du carburant comme revendication, mais ça a amené aussi à l'entrée du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en toute matière dans la Constitution. Ça, c'est majeur. Ça, c'est la revendication des Gilets jaunes. Ça a amené aussi la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, car on compte, on compte les votes pour les partis, chacun des partis, mais on ne compte jamais le vote blanc, ceux qui s'abstiennent ou qui vont annuler leur vote. Ça fait partie de la démocratie. C'est du monde qui conteste le système ou qui conteste les partis politiques qui se présentent, qui ne se reconnaissent pas là-dedans, dont moi. Réintroduction de l'ISF. C'était ça, la taxe. Oui, ça, c'était ça. Ça, c'était la taxe pour les plus fortunés. Lutte contre l'évasion fiscale. Revoir à la hausse le taux des taxes relatives aux produits services de première nécessité. Revoir à la baisse. On va revoir à la baisse, excusez. Loi d'amnistie pour tous les citoyens poursuivis pour participation à des manifestations, parce qu'il y en a en maudit qui se sont fait arrêter, qui ont eu des... Puis même, on va voir dans d'autres capsules qu'est-ce qui s'est passé à certains. C'est des histoires d'horreur. Fin des indemnités présidentielles à vie. Imposition des entreprises justes. Fin des privilèges pour les élus des ministres. Indexation sur l'inflation. Arrêt du remboursement des intérêts illégitimes de la dette. Lutte contre la concentration des médias. Interdiction des exploitations des personnes âgées. Ça va revenir par après. Utiliser l'argent des payages d'autoroute pour l'intérêt commun. Ça aussi, c'est important. Ça avait été vendu au privé, puis le pire, c'est qu'il pourrait se retirer dès maintenant parce que le fric, les revenus des autoroutes, c'était jusqu'en 2030. Mais ils ont déjà fait leurs frais. C'est-à-dire que techniquement, tu pourrais reprendre les autoroutes tout de suite, les nationaliser. Les privés sont déjà payés, en tout cas. Ah, c'est ça. OK. Ils avaient rajouté aussi agir pour l'écologie, c'est vague, mais bon, une transition vers une non-utilisation des énergies fossiles. Celle-là, en tout cas, bref. Interdiction de vendre des biens français, parce que depuis que Macron est là, c'est la vente, surtout aux intérêts américains, des plus grands fleurons de l'industrie française. Création d'une assemblée citoyenne. On revient encore à... Ça ressemble pas mal à l'esprit gilet jaune. Ça, c'est vraiment issu de l'esprit gilet jaune. Endiguer la désertification des zones rurales. Pas de retraite en dessous du minimum vital. Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. Impôt sur le revenu plus progressif. Préférer le faire-routage au transport routier. Ça, j'ai oublié de vérifier c'était quoi, ça ne me dit absolument rien. La renationalisation d'EDF, GDF, Hello. Augmentation des allocations pour handicapés, des structures et des moyens humains formés. Fin du travail détaché. Zéro SDF. Fin des classes surchargées. Pas de hausse de la taxe sur le carburant. Garde le système de retraite solidaire. Revalorisation de l'agriculture, ça aussi, en ce moment, c'est le gros sujet en Europe, surtout en Allemagne, mais là, on est le 19 janvier, je ne sais pas, revenez dans le temps si vous voyez cette capsule-là dans quelques mois ou quelques années. Plafonnement des salaires avec un rapport plus juste, retraite à 60 ans, protection de l'industrie française, limitation des loyers, grand plan d'isolation des logements, plus de sécurité d'emploi, meilleur traitement des fonctionnaires et de ceux d'en bas, plus de respect pour les animaux, refonte proportionnelle du barème des droits de succession et réelle politique d'intégration.
Bon, c'est un plus fourre-tout. de respect pour les animaux, c'est parce que, tu sais, j'imagine l'Assemblée populaire, etc., puis tout le monde est en train de discuter leurs idées, puis t'as la petite madame avec ses chats. Plus de respect pour les animaux! Je sais pas, ça fait drôle, mais Oui, c'est pour démontrer la c'est- démocratisation. ouais. Puis, tu Plus sais, de respect pour les animaux, ça peut être Ouais. aussi les industries d'abattage. Puis Ouais. Mélenchon en parlait dans sa campagne en 2017, traiter les animaux d'élevage avec Plus de respect, oui, plus de respect, plus d'humanité. humanité, Les tuer de façon humaniste. Fait que c'est à noter que, comme les Gilets jaunes, la plupart des éléments déclencheurs de ces mouvements de contestation ont débordé sur d'autres demandes plus vastes et plus profondes. Okay? Au Chili, par exemple, on part d'une grogne sur l'augmentation des prix de tickets de métro et on termine ça avec une demande de changement de constitution. C'est deux choses, une petite affaire à vraiment un changement de société. T'sais. Idem en Inde, avec une augmentation de prix d'un légume et qui débouche sur la lutte à la corruption et un meilleur accès à la nourriture. Ce fut le propre de la Révolution française. Il faut se rappeler, la Révolution française, c'est le prix élevé du pain. Pendant cette période, ça provoqua de nombreuses agitations, puis, à un certain sens, pourrait être perçu comme l'un des éléments déclencheurs de la Révolution. On revoit la même chose en 2018. Que ce soit le prix de l'oignon, que ce soit le ticket de métro qui augmente, que ce soit la hausse du carburant en France, le point commun, c'est que ça fait en sorte qu'il y a eu un étincelle. Il y a eu un étincelle qui a fait sauter le baril de poudre. Okay. Ces révoltes naissent d'une accumulation d'insatisfaction répétée depuis des années, créant une colère qui monte en même temps que le temps passe en produisant une pression qui s'intensifie et qui finit par exploser. En apparence futile, voire ridicule, le prix de l'oignon en Inde, le sujet de départ qui fait lever les foules, cache en fait une montagne de frustration et d'insatisfaction qui était déjà là, accumulées depuis des années et qui seront progressivement canalisées par le mouvement. C'est la durée du mouvement qui permet de structurer les revendications et de repenser plus en profondeur la société et le bien-être commun. Cette marge, parfois immense, entre le point de départ et le développement du mouvement est le résultat d'une intelligence collective qui, en se regroupant, aura ciblé l'ennemi commun. Par exemple, la hausse du prix de carburant est le fait pour les Gilets jaunes de la déconnexion des politiciens de la réalité des citoyens. Oui. L'ennemi commun est donc le politicien de profession, dont la figure de proue est incarnée par le président Macron à ce moment-là. Le président Macron, que les dispositifs constitutionnels de la Ve République en font quelque chose comme un monarque démocratique. Ça prend donc un réel contre-pouvoir. Et voilà qu'apparaît le RIC dans les revendications. À mesure que le mouvement se prolongera, on rajoutera dans les revendications, on l'a vu plus haut, des éléments tels que la fin des privilèges pour les élus, la fin des indemnités présidentielles qui se calculent à 1 ou 2 millions par année ou quelque chose comme ça, la fin donc de ces indemnités à vie. Et pourquoi pas une refonte complète de la Constitution? Ça a été aussi un élément clé. On a vu Étienne Chouard baigner là-dedans, ça a été son heure de gloire, et puis ça a amené les citoyens à penser Constitution, à comprendre que la Constitution telle qu'elle est en ce moment, c'est la prison du peuple. Une Constitution, c'est écrit par des élus et pour des élus. Le peuple n'a pratiquement rien à dire à part 1 ou 2 articles qui finalement se retrouvent toujours tassés devant la procédure. Puis c'est l'élément clé, le RIC, oui. Changement de constitution. Et donc, toujours en parlant du temps, puisque le mouvement des Gilets jaunes perdure, on a le temps de se structurer et d'organiser des meetings citoyens dans lesquels on élaborera les fondements d'une société plus juste. Autrement dit, le mouvement dure.
on l'avait vu dans les capsules précédentes sur les soulèvements populaires. Plus le mouvement dure, plus ça cristallise les idées, on construit, on met en œuvre des chantiers de suggestions, on parle de constitution, on connaît nos amis, on crée des réseaux. C'est dans la durée qu'une contestation porte ses fruits. Et puis aussi, présent individuellement, les revendications peuvent sembler incohérentes, okay, les unes des autres. Un peu comme le résultat d'un vaste fourre-tout improvisé. On l'a vu. Le retrait de la hausse du prix du carburant, puis plus de respect pour les animaux. Ça n'a pas l'air cohérent un à l'autre, mais c'est parce que tout le monde met ses idées, etc. Okay? Ce n'est que dans la globalité que toutes les revendications prennent leur sens. Okay? Il faut le prendre tout d'un aspect global, en présentant la première grande esquisse d'une nouvelle société à construire et que l'on voudrait plus juste et plus équitable. OK? Puis, tu sais, je vais revenir sur ce que tu disais, les discussions pour une nouvelle constitution, etc. Ça a fait en sorte que le monde se sont unis, se sont connus. Tu avais des gens de toutes les sphères de la société, de toutes les pensées idéologiques. Vous aviez des gens de l'extrême droite, de l'extrême gauche, mais ils se parlaient. Des gens, je pourrais dire, des racistes, des antiracistes, mais qui se sont regroupés, se sont parlés, ils se sont compris. C'est ça que ça donne, tu sais, c'est un fourre-tout qui fait que tout le monde donne du sien et tout le monde vienne à une... transforme toutes ces demandes en une cohérence que ça rejoint tout le monde. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est toujours dans la durée du temps qui permet la transformation, comme tu le dis. Ouais. Mais la transformation de la première et unique revendication en un vaste plan de société. On revient toujours à ça. On part d'une augmentation d'un prix de ticket, on finit par une société plus juste, plus équitable. Si le mouvement n'avait pas eu de lendemain, si, comme c'est trop souvent le cas de la part des syndicats, le mouvement ne s'était fixé qu'une seule date sur une seule date de manifestation, il n'y aurait jamais eu l'impact que l'on connaissait parce qu'il n'y avait pas d'organisateur officiel, professionnel qui était là, que c'est un mouvement qui est issu du peuple, qui a monté de lui-même, qui a fini par perdurer. Cette organisation citoyenne, cette persévérance et cette âpreté à ne jamais lâcher le morceau sont une leçon que les Gilets jaunes ont donnée au mouvement syndical ainsi qu'à toute la grande famille des groupes de réfractaires. Le mouvement n'a pas de cadre dirigeant. Il est donc libre de ses moyens et de ses décisions, ce qui le différencie des mouvements syndicaux traditionnels. Mm-hmm. N'ayant non plus aucun dirigeant avec qui dialoguer, le gouvernement ne peut pas freiner le mouvement par les moyens traditionnels que sont les négociations et les propositions. Puis tant par son ampleur que par sa durée dans le temps, de même que par sa structure organisationnelle complètement atypique, il n'est pas illusoire de postuler que le mouvement des Gilets jaunes fut une inspiration pour plusieurs des mouvements énumérés ci haut. D'ailleurs, le port du gilet jaune fut observé ici et là, sur la planète, dans plusieurs des mouvements populaires. Il est devenu une sorte de symbole non seulement de la contestation populaire, mais aussi de la précarité citoyenne et des sans-voix. Il fait désormais figure de drapeau sous lequel se rejoignent et se reconnaissent les damnés de la terre moderne. Très bien fait, ça, c'est vrai. Comme le drapeau rouge dans le 19e siècle, sa couleur est devenue internationale et marquera jamais notre époque. Tu sais, le drapeau rouge des anarchistes, des socialistes de l'époque, le mouvement ouvrier, etc. Mais c'est ça, le gilet jaune maintenant symbolise ça. Pas rien qu'en France, mais un peu partout dans le monde. C'est vrai, le gilet jaune, c'est le symbole de visibilité. Tu sais, ils ont très bien choisi. Quand tu cherches... puis c'est un vêtement de visibilité. L'idée est géniale. Les invisibles deviennent visibles. C'est ceux qui portent ça, généralement, sont sur la route en état de danger ou en état de problème. Tout est là. Puis souviens-toi, il fut un temps où on était en période de négo et on avait mis nos gilets jaunes pour... Puis, je sais pas, j'avais... Je trouvais ça cool. C'est le fun, mais ces mouvements s'influencent mutuellement.
Tu sais, dans le fond, tous les mouvements s'influencent. C'est évolutif. Hein? Ouais. Puisque nous sommes à une époque de mondialisation des capitaux, le mouvement de protestation devient aussi mondialisé. La précarité du citoyen chilien est la même de celle du Français, que celle du Canadien, de celle du Québécois. On vit tous le même pétrin. Et la colère populaire contre la corruption des politiciens en Inde est la même que celle du Honduras, du Mexique ou de l'Égypte. Okay? La libération des marchés aura forcément entraîné la libéralisation des colères. Il n'est pas impossible de voir dans l'émergence de ces mouvements la naissance d'une lutte citoyenne planétaire commune comme un ennemi qui, finalement ciblé par tous, est tout aussi planétaire puisqu'il est le même partout. Pour l'identifier sommairement, on parlerait des possédants des grands capitaux et de leur mainmise sur le politique, les médias, l'économie et le social à l'échelle mondiale. Puis, dans ce sens-là, des Gilets jaunes en particulier, il ne faut pas sous-estimer l'esprit contestataire historique des Français. Pour moi, instinctivement, pour eux, c'est un moteur de colère. Puis ça a été probablement aussi le vecteur principal du mouvement des Gilets jaunes. C'est instinctif. Pendant qu'ici, nous, on parle de la météo, là-bas, ils parlent de la politique. Ouais. Et là, s'il y a des Français à l'écoute, juste vous préciser qu'on s'adresse surtout à des Québécois dans ces capsules-là. C'est expliquer le mouvement des Gilets jaunes. Donc, pour vous, c'est des choses que vous connaissez. Mais... Donc, c'est ça, on l'avait vu dans les précédentes capsules. L'histoire de France est constellée de révoltes, de jacqueries et de révolutions qui ont tapissé les siècles. Il ne serait pas mauvais de rappeler quelques mouvements et grèves qui ont précédé le mouvement. On n'a pas besoin d'aller au siècle dernier, mais juste à partir du 21e siècle. Bon, en 2018, il y a eu la grève contre la réforme des retraites. On a eu jusqu'à 3 millions de manifestants dans toute la France. Je pense que tu as des photos. Oui, je m'en viens avec ça. Et voilà. Grève contre la réforme des retraites, 2010. Oui, tu as eu la grève en 2016, tu as eu le mouvement contre la loi du travail porté par le gouvernement Valls. C'est innommable bonhomme. Manu 2016, il y a eu Nuit debout. Nuit debout, on va y revenir un peu plus loin. Ça a été quand même quelque chose de super important. Regardez là, la photo, ça en dit long. C'est une assemblée. Je faisais des assemblées chaque soir à Paris. C'est assez intéressant. Ouais. Chaque mouvement donne aux prochains. Donne aux prochains. Hein. Donc, la grève des cheminots au printemps 2018. Il y a eu la grève contre la loi. Il y a eu la grève contre la loi du travail, la deuxième qui a été emmenée par Macron. Oui, en 2017, excuse. Oui. Puis en 2018, c'est sûr, au printemps, il y a eu la grève des cheminots. Puis ça, je l'avais oublié, c'est toi qui me l'as rappelé en temps. Vraiment, là. La grève des cheminots, puis je me souviens qu'on fondait beaucoup d'espoir sur celle-là. Il y avait eu, mais il y avait trop. C'était trop syndical. C'est ça, c'est probablement Ah, il y avait trop. Non, c'est celle-là, en tout cas, c'était pas spontané. Puis enfin, à l'automne 2018, le mouvement des Gilets jaunes explose. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est. À bien des égards, le mouvement Nuit debout de 2016, organisé par le collectif de la Convergence des luttes, fut une manière de précurseur, non pas du mouvement des Gilets jaunes comme tel, mais plutôt du développement intérieur de celui-ci pendant sa durée. Rappelons que Nuit debout se voulait pluriel et cherchait à construire une convergence des luttes. Sa revendication initiale, le refus de la loi du travail, s'est élargie à une contestation plus globale des institutions politiques et du système économique, exactement comme les Gilets jaunes. Le mouvement fonctionnait sans leader ni de porte-parole, malgré qu'il y a des leaders et des porte-paroles qui ont sorti de ça par après. Il était organisé en commission et les prises de décision se faisaient par consensus lors d'assemblées générales, comme vous voyez dans la photo, suivant les principes de la démocratie directe. On verra à peu près la même chose chez les Gilets jaunes sur les ronds-points et dans leurs assemblées.
Ça, c'était un peu le contexte social précédent le mouvement des Gilets jaunes. Juste que on fait un petit aperçu on va y aller maintenant pour quelque chose un petit peu plus technique. Ça va être le contexte économique. Bon, chaque année, le Forum économique mondial, Monsieur Klaus Schwab, vous n'avez pas à avoir peur, publie son rapport sur la compétitivité globale des différentes économies du monde. L'organisme examine aussi d'autres indicateurs comme le niveau de vie, le taux d'alphabétisation ou encore l'inflation dans chaque pays. Il rassemble ces données pour reproduire l'image la plus fidèle des économies concernées par l'étude avant des massacrer. Dans les indicateurs qui peuvent peser sur la compétitivité d'un pays, il y a la fiscalité. On retrouve l'impôt sur les sociétés, les diverses cotisations syndicales, les charges patronales, les impôts fonciers, la taxe sur le CA et une multitude d'autres mesures selon les législations. Le Forum économique mondial a ainsi pu déterminer une liste de 27 pays où la pression fiscale dépasse les 50 %. Ces chiffres datent de 2016, soit 2 ans avant la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Je n'ai pas pu en trouver des plus récents. En fouillant, j'aurais pu. Mais... En 2016, donc, 2 ans avant les Gilets jaunes, la France possède un taux de pression fiscale de 66,6 %. Là, je viens de flasher sur le chiffre. En tout cas, Forum économique de Davos. Hein. Elle arrive bon premier en Europe avant l'Italie, 65,4, l'Espagne, 58,2 et la Belgique, 57,1. Hey, 66 %, c'est énorme. Ouais. Elle se classe au 9e rang des pays les plus taxés dans le monde, devançant un peu le Nicaragua, 65,8, le Venezuela, 65,5, ainsi que le Tchad, la Gambie, le Bénin et la Tunisie, tous autour de 63-62 %. Je pense qu'elle est encore un peu plus haute, la France, mais bon. Ouais. Mais c'est selon un rapport de France Stratégie remise le 23 février 2023 à l'Assemblée nationale. Depuis 1980, l'industrie française a perdu la moitié de ses effectifs et ne représente plus aujourd'hui que 10,3 % du total des emplois. La plupart de l'industrie dans le PIB s'établissait à 13,4 en 2018, contre 25,5 en Allemagne, 19,7 en Italie ou 16,1 en Espagne. La France connaît une désindustrialisation très marquée. Il n'y a que le Royaume-Uni qui ait connu un tel phénomène. La France est devenue remarquablement désindustrialisée. Ça vient directement du rapport. Juste un truc. Là, on dit 13 %. Aujourd'hui, je pense que c'est autour de 10 %. C'est encore baissé. Ça a même baissé compte tenu du fait qu'on a changé les éléments du PIB pour le rendre plus vendeur. J'ai vu ça par Emmanuel Todd. Si on le calculait comme à l'époque, les chiffres seraient encore pires. Mais bon, je passe là-dessus. C'est ça. Fait que le tissu industriel français était composé plus qu'ailleurs de grandes entreprises, mais celles-ci ont tiré plus fortement avantage de leur capacité à produire dans des pays à faible coût pour compenser la dérive des coûts en France par rapport à leurs concurrents. Les grandes entreprises françaises sont donc devenues les champions de la délocalisation. Puis ça, on voit ça dans tous les autres pays. Ce n'est pas rien qu'en France. Ce qui leur a permis de maintenir leur compétitivité au niveau mondial, mais au détriment de l'emploi industriel en France, explique le rapport. Ça, c'est le rapport là, écrit qui a été donné à l'Assemblée nationale. Là. Okay? Ainsi, l'emploi des filiales industrielles à l'étranger des groupes français représente 62 % de l'emploi industriel en France, contre 52 au Royaume-Uni, 38 % en Allemagne, 26 en Italie et 10 en Espagne. 10 %. Ça veut dire que 62 % des emplois de l'industrie française se retrouvent à l'extérieur de la France. C'est hallucinant. À l'époque de Gaulle, quand... en tout cas, on n'en était pas là. Le taux de chômage en 2018 en France, il était un peu moins de 10 % dans l'ensemble de la population. Il était, juste en comparaison, en 70, il était de 3 % au moment où De Gaulle quitte.
encore là, 10 % c'est des chiffres trompeurs. On va le voir plus loin avec les chiffres magouillés par l'INSEE. Donc, le taux de chômage en 2018, un peu moins de 10 % dans l'ensemble de la population et près de 26 % chez les moins de 25 ans. En comparaison, pendant mai 70, il était à 4 % chez les moins de 25 ans. C'est fou, hein? Au Québec, juste pour faire un autre comparatif outre-Atlantique, au Québec, on comptait en 2019 environ 5,5 % de chômeurs dans l'ensemble de la population, environ 8 % chez les 15-25 ans. Une méchante différence. Ouais. Mais la réalité, c'est au service. La réalité, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que la réalité, elle peut être même trompeuse. C'est pas exactement ce qu'on vient de voir. C'est au service public Pôle emploi qui a la responsabilité de gérer les demandeurs d'emploi et l'équivalent canadien de l'assurance-emploi. Remarquons au passage que tant en France qu'au Canada, le mot chômage a été remplacé par emploi. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais petit, on appelait ça l'assurance chômage. Mais maintenant, c'est l'assurance-emploi. C'est plus positif. Oui. Comme on ne dit plus des chômeurs, mais des demandeurs d'emploi, ça ne règle pas le problème, mais ça le rend moins négatif. En France, sur Pôle emploi, les demandeurs sont inscrits selon 5 catégories. Bon, je vais faire ça vite. A, B, C, D, E. C'est juste, là, je vais expliquer la structure de comment on peut magouiller les chiffres. A, B, C, D, E. Donc, A, personne sans emploi devant accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, démarches régulières de recherche d'emploi pour lesquelles le demandeur d'emploi doit être en mesure de produire une justification. Candidature envoyée, participation, exactement comme ici, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat. Là-bas, ils ont des trucs CDI, contrat de travail à durée indéterminée, CDD, à durée déterminée, temps plein, temps blanc. OK? Bon, ça, c'est exactement comme chez nous. OK? Et considéré chômeur celui qui pointe, qui envoie ses cartes, etc., qui fait ses recherches d'emploi. B, personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. C, personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois tenue d'accomplir des actes positifs. Là, on commence à tomber dans le créneau des gens qui, même s'ils travaillent, ils rushent en asti pour payer leur loyer. D, personne sans emploi qui n'est pas immédiatement disponible et qui n'est pas tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Par exemple, en formation, en maladie, etc. Et E, personne pourvue d'un emploi et qui n'est pas tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Là, en fait, eux, ce qu'ils retiennent, je veux juste voir, je pense que j'ai oublié une catégorie, mais continue donc voir, je vais checker en même temps. Alors, si l'État français gère les demandeurs d'emploi via Pôle emploi, il va par contre utiliser les chiffres de l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, pour ses rapports. OK? Ils vont prendre les chiffres de l'INSEE pour les rapports. OK? Or, petite magouille tout sympathique, l'INSEE ne compte que les chômeurs de catégorie A et ne tient pas compte des autres. OK? Le gouvernement prend les chiffres de l'INSEE parce que ça l'arrange pour donner un taux global de chômage moins catastrophique. Le 10 % évoqué plus haut devrait donc être revu à la hausse. Il faut donc parler d'un chômeur technique représentant environ 18 à 19 % de la population. Un chômage technique, OK? De 18 à 19 % de la population. Effacer donc les personnes en situation précaire exerçant une activité réduite ou encore ces personnes qui ont disparu des radars statistiques en occupant des emplois au noir et mal payés. Inutile de préciser que les SDF, ça veut dire les sans-abri, ne sont pas non plus comptabilisés. À ce sujet, selon le site Statista, en 2018, le nombre de SDF en France était de 143 000. Il a doublé en 2020 pour atteindre 300 000. Donc, il faut que tu rajoutes ça aussi au chômage. Il ne le rajoute pas, il ne compte pas. Ouais. Ici, on le rajoute. Si, par exemple, tu sais, comme tu es intermittent, mettons, tu es dans le milieu de la construction, bon, pendant l'hiver, tu travailles moins, tu tombes sur le chômage, mais tu sais que c'est un chômage
qui ne durera pas. Là-bas, ils ne compteront pas. Ici, ils vont le Non. compter parce que tu es Ouais. assuré d'un emploi. C'est ça. Mais tu es quand même sur le chômage. Oui, parce qu'il n'y a pas de job. Dans tout cas, c'est assez, c'est assez compliqué. Les saisonniers, par exemple, en région, en Gaspésie, les pêcheurs ne seraient pas considérés comme des demandeurs, comme des chômeurs. Non. Alors qu'ils vont travailler pendant juste une période de l'année, puis tout l'hiver, ils vont ne peuvent pas tomber sur le travailler. chômage après, c'est ça. Ça, c'est assez... c'est tordu, là, pareil. Là, c'est assez pour bien paraître, mais dans le fond, c'est plus catastrophique qu'on pense. Là. Si tu arrivais avec une statistique, par exemple, chômeurs et emplois précaires sous le seuil de la pauvreté, là, tu pèterais des scores. Ça serait panique. Là. Tu sais, quand tu as évoqué le fait que Statista a dit qu'il y avait 143 000 SDF, puis maintenant, en 2020, on en a 300 000. Il y a un truc que j'avais remarqué, que j'ai lu quelque part, je l'ai écrit comme ça. À ce sujet, rappelons qu'avant de sombrer, l'Empire romain avait environ 200 000 indigents qui recevaient des distributions de blé chaque jour, soit environ 20 de la population au moins, c'est-à-dire à peu près le même pourcentage que celui des chômeurs français aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une stat intéressante. C'est comme des petits curseurs, c'est comme des petits indicateurs de veille d'effondrement ou de... Tu arrives à la fin d'un cycle. Une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, publiée début janvier 2015, calcule que le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 230 € par an entre 2008 et 2015, soit une baisse de 1 630 € par ménage depuis la crise de 2008. Et ça, c'est des chiffres de 2015. Tu peux facilement augmenter ça. Ton pouvoir d'achat continue. Continue à baisser. Diminuer. Mais les coûts des produits augmentent, etc. Oui. Puis là, depuis la COVID, là, c'est l'enfer. Oui. Puis sur le territoire désigné... tu vas lire, Éric, c'est ça. Pour moi, ça explique beaucoup de choses aussi. Fait que sur le territoire désigné comme étant la France périphérique, c'est-à-dire les régions rurales et extra-urbains, on compte, entre autres choses, la disparition de 60 % des sites militaires, de 30 % des tribunaux d'instance entre 2007 et 2010, et dans toutes les petites villes, et de 15 % des maternités, surtout dans les régions rurales. Avec la fermeture progressive des centres de services en région, hôpitaux, bureaux de poste, gares, les fermetures d'entreprises, la dégradation du service ferroviaire en raison des directives européennes de 1990 pour permettre l'ouverture à la concurrence, les Français de ce que l'on appelle la périphérie deviennent de plus en plus dépendants de leur voiture et doivent faire plus de kilométrage pour subvenir à leurs besoins. Les hausses du taux du carburant à la pompe deviennent donc un souci quotidien à celle de 2018 et celle de 2018 deviendra l'élément déclencheur du mouvement. Fait que là, vous voyez comment les Gilets jaunes, le mouvement part. Ce détail n'échappera pas aux médias mainstream et en useront abondamment pour caricaturer les manifestants d'anti-écologistes et d'extrême droite. On le verra plus loin dans la capsule traitement médiatique des Gilets jaunes. Mais ça, c'est important parce que je m'en rappelle quand ça avait parti les Gilets jaunes, puis on voyait qu'est-ce qui se passait, etc. On voyait des entrevues. Puis ici au Québec, je le répète, je m'en rappelle sur Facebook, sur des réseaux sociaux, on traitait ces gens-là, c'est des coucous, d'extrême droite, des débiles mentaux des régions, les mêmes insultes, tout ça, parce qu'on écoutait ce que les médias disaient, ce qu'ils nous rapportaient. Puis, dans le fond, c'est très bien expliqué, c'est que tu as coupé tellement de services sociaux, tu as tellement d'usines qui ont fermé que les gens, il faut qu'ils utilisent leur auto pour aller travailler, pour aller à ces services-là. Et ça fait en sorte que même le coût du carburant, quand il monte, ça détruit ton budget et ça t'appauvrit beaucoup. Et c'est ça qui cause un mouvement comme les Gilets jaunes. Puis, ce qu'on vient de voir aussi, c'est l'atomisation des structures sociales, comme tu disais, en région. On est passé
d'une société dans les années 60, début 70, où la part majeure des emplois a été créée par l'industrie locale. On est passé en l'espace d'une génération à un pays avec des emplois de service. Quand tu es rendu à 10% seulement d'emplois dans les industries, il reste quoi? Il reste des fonctionnaires, il va rester aussi des... On est en train d'ubériser la France par des emplois mal payés, sans protection. Puis la vie dans les régions plus éloignées, hors des grands centres urbains, devient difficile. Quand ta maternité vient de sauter, puis qu'il faut que tu fasses 50 km de plus pour suivre ton cycle de grossesse, quand le bureau de poste a fermé, la gare a fermé, la banque a fermé, mais c'est ça, on dirait un dépeçage de la France depuis au moins les 10-15 dernières années, mais depuis plus longtemps, là, mais plus intensément, je dirais, depuis une dizaine d'années. Puis Macron, on dirait qu'il arrive, c'est le closer, c'est celui qui va... Et n'oubliez pas, là, je m'adresse aux Québécois, pas aux Français, une grande part de ça vient pour moi, c'est mon analyse que j'en fais, c'est tout ça a été le résultat de l'Union européenne, des décisions de l'Union européenne d'ouvrir la concurrence ferroviaire, de délocaliser, de ci, de ça. Puis la France a pu son indépendance depuis 2005, 2007. Pour moi, elle est plus souveraine. C'est juste Todd le dit aussi dans son livre La guerre des classes au 21e siècle, où il parle finalement il parle de la politique française comme quelque chose comme du grand théâtre, puis que le président français a à peu près le seul pouvoir qu'il a, c'est peut-être de lancer son armée quelque part, puis tout le reste est décidé à Bruxelles. Et même là, ouais. Ça sera la décision de les États-Unis. Joe Biden. On l'a vu, on en avait parlé, mais on l'a vu avec l'attaque contre Nord Stream. Tu dis ton truc se fait descendre par les Américains, puis tu ne protestes même pas. C'est une attaque, une attaque en règle contre ton économie. Ouais. C'était ça, en gros. Les prochaines capsules, on va aller dans les gilets jaunes qui partent, etc. Toute l'explication, les ronds-points, etc. C'était très le fun. Ça, c'est le contexte. J'espère que vous le comprenez plus. Moi, ça j'ai beaucoup appris. Les capsules moins sexy sont terminées. Les prochaines vont être plus rock'n'roll. On va rentrer dans le vif du sujet. On va s'attarder à certains personnages. On en a parlé l'autre fois. On va parler le traitement médiatique, la violence policière. Qu'est-ce que c'est un gilet jaune sur un rond-point? C'est quoi un rond-point? Comment on vit un rond-point? Qu'est-ce qui se passe dans un rond-point? Les assemblées, on pourrait aussi parler, mettons, de l'influence d'Étienne Chouard dans le mouvement, des personnages secondaires comme Juan Branco. Oui. C'est vaste. Il y en a plein. Et celle qui a parti vraiment, on pourrait dire, les gilets jaunes d'une certaine façon, c'est Priscilla Ludowski, avec sa pétition, ça part. Ça serait, pour moi, c'est la mère des gilets jaunes. Puis, une très, 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 très intéressante personne qui, quand je l'écoute, c'est hot, la fille. Une belle vision de la vie, puis impliquée. Puis il y en a d'autres. Il y a Jérôme, il y a en tout cas Rodriguez. Mais surtout, c'est que les gilets jaunes, vous allez voir dans les prochaines capsules, ça va réveiller une force, une effervescence révolutionnaire. Je pense que ça se dit bien, ça, effervescence. Ouais, tout se dit. Et sur ce, moi, ça m'a évoqué ceci. Et voilà. Ça, je ne suis toujours pas au courant. Voilà. Une autre surprise. C'est apparu. On y va.
que nous habituons. Ça ira, ça ira. Ouais, écoute comment il roule ses airs. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Réjouissons-nous dans le monde. Le peuple français jadis acquis, l'aristocrate dit mea culpa. Le clergé regrette le bien qu'il a, par justice la nation l'aura, par le prudent Lafayette, tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, réjouissons-nous. J'attends la phrase. Oui, moi aussi. Les airs. Ça ira. Oh, de la liste, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Le pas. Le vrai d'avec le faux l'on connaîtra, le citoyen pour le bien soutiendra. Pour l'aristocrate protestera. le citoyen on dépérira, sans avoir à me troubler, toujours le plus fort sera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je m'étais jamais attardé sur les paroles comme ça. Ça devient de plus en plus pire. Je sais pas s'ils vont aller jusque-là. Là. Hey, les aristocrates à la Il va pas plus loin, mais ça va jusqu'à leur tête, les aristocrates, leur tête roulera. Mais c'est ça. On pourrait même dire le bourgeois, sa tête roulera. Mais c'est beau. Ça fait que ça fait ça. Et voilà. Bon, ben c'est cool. Bravo. Merci Eric. Merci tout le monde. On vous donne rendez-vous à la partie 3. Ça, c'était la partie 2. Je vais l'inscrire sur la page de présentation. Et la prochaine, on ne le sait pas quand, bientôt, quand on aura le temps. Sans doute. On la travaille encore. Fait que, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. Puis, mettez un like, abonnez-vous, partagez, forcez les gens à s'abonner autour de vous. Ça fait du bien. On est déjà à 15. On est à 15 abonnements. 15 abonnements! J'ai appris que mon fils est abonné, mon fils est abonné, mais il n'écoute pas mes vidéos. C'est pas grave, il est abonné, on a 15 abonnements. C'est bien. Pas grave. Bon. Bonne soirée à vous. Bonne journée, bon matin. Ça dépend. On aime bien le monde virtuel. Et n'oubliez pas. Une bonne bière sans alcool. Oh, très bonne, d'ailleurs. Shit, ouais, elle est bonne. Elle goûte pareil. Ouais. Ça, c'était de la publicité, c'est bon? Publicité gratuite, Corona? Oui. Corona, si vous êtes à l'écoute, hein? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour notre mère et notre père qui vont peut-être l'acheter maintenant parce qu'on n'a pas de publicité. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.